Voilà, bonjour à tous. Je pense que nous sommes en diffusion. Donc, il est 11 heures. On va pouvoir commencer ce troisième webinaire qu'on vous propose pour faire suite aux informations qu'on vous avait données l'année dernière sur la loi de transformation de la fonction publique. Donc, webinaire qui est animé par Florent Lefrappeur-Duélin du cabinet Michel Ledoux et Associés. Florent qui avait déjà l'année dernière fait le webinaire et les conférences sur la loi de transformation. Cette série de 5 webinaires, hein, pour beaucoup, vous avez suivi les 2 premiers, sont organisés en partenariat avec nos collègues de la PFRH des Hauts-de-France et de la Réunion. Nous sommes là pour le moment Florent et moi, donc Karine Amiot, conseillère formation de la PFRH des Pays de la Loire. Nous rejoindra d'ici une demi-heure Gaëtan Fiselier qui s'occupera de la modération des questions techniques juridiques. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans la fenêtre de droite, hein, le chat. Donc vous avez l'habitude maintenant, on vous donne pas la possibilité d'accéder ni à votre caméra, ni à votre micro, puisque nous sommes relativement nombreux aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Aurélie Couturier de la PFRH est aussi en modération pour les questions techniques notamment. Donc, si vous avez des petits soucis, pareil, hein, vous posez vos questions et on essaiera de vous aider à débloquer la situation. Voilà, donc on est donc ensemble pour 1h30, 1h03 sur la question de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Les 2 prochains auront lieu le 3 novembre à 9 heures sur la carrière du fonctionnaire et le 12 novembre sur les contractuels à 9 heures également. Voilà, donc là aussi vous avez l'habitude, on a pris le relais maintenant pour proposer les webinaires sur Webikeo, qui est un outil français dont les données sont hébergées en France. Quelques questions techniques encore restent pour certains postes professionnels, donc on vous invite, pour ceux qui auront des blocages, peut-être à passer sur des postes personnels. Voilà, c'est une petite indication technique qui peut aider. Voilà, donc sans plus entendre, je laisse la parole à Florent Lefrappeur-Duélin pour dérouler cette information sur la question de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Merci Karine, je vous passe le bonjour de Guyane cette fois-ci. J'ai essayé de trouver un coin avec une vue, mais malheureusement les réseaux étant ce qu'ils sont, ma priorité a été de trouver un coin avec du réseau qui fonctionne suffisamment. Donc on va parler de ce matin pour moi, cet après-midi ce matin très tôt pour moi, cet après-midi pour les Réunionnais et les métropolitains doivent commencer à gargouiller puisque a priori il est 11 heures chez vous, sur donc la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Alors on en a parlé, enfin tout le monde connaît un petit peu la notion de rupture conventionnelle parce que c'est quelque chose qui existe depuis déjà maintenant pas mal de temps dans le privé. Donc on a une structuration dans le public. Ce qui est intéressant, hein, c'est de connaître la raison pour laquelle dans le privé ça a été fait, hein, et ça a été mis en place. La rupture conventionnelle est partie du constat d'une certaine immobilité professionnelle qui pouvait être la conséquence du caractère dangereux entre guillemets pour sa situation personnelle de changer d'emploi et l'impossibilité pratique. Or, le cas du licenciement pour abandon de poste privé, hein, qui n'a pas les mêmes conséquences que dans le privé, de pouvoir mettre fin de manière en accord l'un avec l'autre. On se dit voilà, bon, on a travaillé ensemble quelques années, maintenant nos chemins vont diverger. Comment on fait pour s'entendre sur un départ? Il n'y avait que le licenciement ou la démission dans le privé. Et donc cette idée de la création de la rupture conventionnelle, il y a maintenant quand même plusieurs années, c'est de permettre cette mobilité professionnelle plus sécurisée. Dans la fonction publique, on a beaucoup d'éléments qui sont repris, hein, du privé. Donc l'article 72
de la loi de transformation, qui est l'article 1 qui crée cette indemnité de rupture conventionnelle, bien entendu, nous indique que c'est une rupture de la relation de travail, avec comme conséquence pour le fonctionnaire une radiation des cadres, pour un contractuel une fin de contrat. Donc l'objectif de la rupture conventionnelle, c'est de s'entendre sur le fait qu'on va perdre la qualité de fonctionnaire ou cesser de bénéficier du contrat de contractuel. Alors, comme pour les autres webinaires, je vais me permettre de poser des questions au fil de l'eau, Florent. Et la première qui me vient, c'est est-ce que l'employeur est dans l'obligation d'accéder à la demande de l'agent? Alors absolument pas. La rupture conventionnelle, c'est le fruit d'un accord. Les deux parties doivent s'entendre, d'abord sur le principe de la rupture conventionnelle, et puis deuxièmement sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Déjà, est-ce qu'on en verse une ou pas? Parce qu'il y a quand même une subtilité dans le texte qui est intéressante. Et deuxièmement, si on en verse une, combien? Sachant que, bien entendu, on le verra, il y a un plancher et un plafond qui doivent s'appliquer. Donc, il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que l'employeur peut répondre à une demande de rupture conventionnelle d'un agent simplement non. Voilà, sans avoir à justifier la raison pour laquelle il le refuse. C'est tout sauf un droit. Donc il n'y a absolument pas besoin de motiver une décision qui refuserait une rupture conventionnelle d'un agent. Alors, donc tu disais tout à l'heure, c'est un dispositif qui existe dans le privé depuis un bout de temps. Donc la rupture conventionnelle, elle est maintenant applicable dans la fonction publique comme dans le secteur privé. Oui, avec, enfin pas tout à fait comme dans le secteur privé, avec des similitudes, notamment le fait d'être considéré comme une perte involontaire d'emploi. Ça, c'est intéressant dans le cadre de l'étude du coût d'une rupture conventionnelle. C'est que l'agent qui signe une rupture conventionnelle, qui bénéficie d'une rupture conventionnelle, pourra bénéficier, enfin sera considéré en perte involontaire d'emploi, donc qui remplira une des nombreuses conditions pour avoir le droit au chômage. Malgré tout, il y a plusieurs éléments qui le différencient du privé. D'abord, c'est une expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre qui est prévue par la réglementation qui limite dans le temps la possibilité de signer une rupture conventionnelle. Alors, rien ne nous dit que ce ne sera pas rallongé ou que ça ne soit pas pérennisé. Mais on a déjà ce premier élément, c'est une expérimentation, et d'ailleurs la loi prévoit l'évaluation de ce dispositif sur le nombre de fonctionnaires concernés et sur le coût global qui aura été la conséquence de la rupture, de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle, pardon. Donc cette évaluation sera faite un an avant son terme pour voir si finalement c'est un outil qu'on laisse ou pas, ou si c'est un outil auquel un dispositif auquel on va mettre fin. Alors c'est une application limitée dans le temps. Par contre, est-ce que c'est applicable dans les trois versants de la fonction publique? Oui, c'est applicable dans les trois versants de la fonction publique, mais il y a certains agents qui ne vont pas pouvoir en bénéficier. Donc peuvent en bénéficier les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires en CDI. Donc les agents en CDD n'ont pas la possibilité d'avoir cette rupture conventionnelle. Sur les fonctionnaires, ne peuvent pas en bénéficier les stagiaires, bien entendu, puisqu'ils sont dans une situation probatoire. Donc leur faire bénéficier de la rupture conventionnelle serait pas tellement pertinent. Les fonctionnaires détachés en qualité de contractuels, puisque il faudrait d'abord qu'ils réintègrent à l'administration d'origine. La période d'essai aussi, donc un agent non titulaire en CDI avec une période d'essai, il n'y a pas de rupture conventionnelle possible, ce qui paraît quand même tout à fait logique. Ce n'est pas non plus un dispositif qui théoriquement doit se substituer au licenciement ou la démission. Alors, ça dans la pratique, c'est vrai que ça peut être
une solution de simplicité, hein, de dire plutôt pour un contractuel en CDI de me faire de suivre toute la procédure de licenciement pour inaptitude physique ou pour suppression d'emploi, pourquoi n'utiliserais-je pas la rupture conventionnelle? Normalement, hein, c'est pas fait pour, bien que je vois pas comment on pourra contrôler l'utilisation de l'un ou de l'autre. Et enfin, il y a une condition à remplir qui est assez souple, hein, et qui est le fait que l'agent ne doit pas avoir atteint 62 ans ou plus et remplir les conditions pour de durée d'assurance pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Hein, de durée d'assurance, tout régime confondu. Par contre, celui qui a 62 ans mais qui n'a pas le nombre de trimestres pour avoir le droit à une pension à taux plein, bien entendu, il pourra bénéficier de la rupture conventionnelle. Alors la rupture conventionnelle sont aussi concernés les praticiens contractuels en CDI, les praticiens hospitaliers et les ouvriers de l'État. Euh, et cette rupture conventionnelle, au final, est quand même assez large, mis à part donc ces conditions, notamment tenant à l'âge et au nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Donc du coup, un agent qui remplit ces conditions, il lui suffit de demander d'intégrer la procédure de rupture conventionnelle, c'est ça? Oui, Ouais. tout à fait. Et comment est-ce qu'il peut être certain qu'il ne sera pas considéré comme démissionnaire? Alors voilà, la formalisation de la rupture conventionnelle par une convention permet de différencier la démission et la rupture conventionnelle. C'est très différent du système de l'IDV dont on va parler rapidement pour la comparer à la rupture conventionnelle. L'IDV est conditionné par une démission régulièrement acceptée, ce qui n'est pas sans poser quelques petites conséquences délicieuses en matière de jurisprudence administrative. Mais la rupture conventionnelle, pas du tout, hein, c'est vraiment un nouveau mode de rupture et qui est formalisé donc à travers la rédaction d'une convention, une convention dont le décret indique la structuration avec bien entendu, l'identification des parties, donc l'autorité investie du pouvoir de nomination, le ministère, la collectivité, hein, l'entité qui entend mettre en place la rupture conventionnelle, rappeler la procédure hein, dans cette rupture, donc les dates des entretiens, on va voir, hein, la date de la demande officielle, le principe de l'accord mutuel qui a été euh, échangé et le rappel du droit à la possibilité pour l'agent d'être assisté et l'éventuelle assistance dont il a bénéficié. Les conditions d'application de la rupture conventionnelle avec deux éléments qui doivent être fixés. Le premier, c'est la date d'exécution. Donc c'est au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation, on va le voir. Et puis deuxièmement, bien entendu, c'est le montant de l'indemnité et le solde des congés. Alors, ça sent sur le solde des congés, ce qui peut être intéressant, c'est de définir la date d'effet de la rupture conventionnelle en tenant compte des congés annuels restant à courir afin d'éviter de verser, notamment pour les contractuels, une indemnité compensatrice de congés payés. Et enfin, les éventuelles observations de l'agent et le rappel du droit de rétractation, puisque une fois que l'agent aura signé cette convention, l'agent comme l'employeur auront la possibilité de se rétracter dans un certain délai qu'on va voir. Vous avez un modèle, hein, vous le voyez pas là puisqu'il y a un petit truc devant qui le cache, mais sur le PowerPoint, vous avez le lien pour aller voir un modèle de convention, de rupture conventionnelle qui a été proposé et qui remplit ces conditions et qui est tout à fait adapté à la mise en œuvre de cette rupture. Alors, tu parles d'assistance de l'agent, tu parles de tenue d'entretien, de remboursement. Est-ce que tous ces éléments sont prévus par les textes? Oui, hein, tout à fait. C'est un texte qui est dans la droite ligne de ce que j'appelle la réglementatite récente, c'est-à-dire que c'est un texte qui est assez précis quant à la procédure. Hein. Vous avez deux textes. Vous avez un texte sur la procédure, hein, qui est le décret de 2019, 1593, et puis vous en avez un autre qu'on verra tout à l'heure, qui est sur les modalités de calcul de cette indemnité de rupture conventionnelle. Alors tout commence, bien entendu, par la demande de l'agent.
Donc la formalisation de la demande est importante. Donc demande par rare ou en main propre contre signature à l'initiative du fonctionnaire ou du contractuel. Donc soit au service des ressources humaines, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à l'administration ou l'autorité territoriale ou de l'établissement. Donc l'agent fait sa demande qui n'a pas de formalisme autre que bonjour, je souhaiterais bénéficier d'une rupture conventionnelle. L'agent n'a indiquer les raisons pour lesquelles il entend demander une rupture conventionnelle. Il n'y a pas du tout l'obligation pour lui de dire je veux une rupture conventionnelle pour créer reprendre entreprise, je veux une rupture conventionnelle pour faire une reconversion professionnelle, ou voilà, l'agent il peut très bien dire dans sa rupture conventionnelle, s'il le souhaite, je veux une rupture conventionnelle, en effet je vais faire le tour du monde en bateau. C'est tout à fait possible de le rédiger comme ça, il n'y a pas de motivation nécessaire. Alors une fois que l'agent a fait une demande, il y a un entretien ou plusieurs entretiens. Le premier d'entre eux doit être fixé au moins 10 jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre. Je vous dis, les textes, les réglementaires ces dernières années, notamment ces derniers mois, sont quand même assez précis. Donc là, j'ai entre 10 jours francs et au plus un mois à compter de la réception de la lettre pour organiser un ou plusieurs entretiens. Entretiens qui portent principalement sur le motif de la demande. Donc on va dire à l'agent est-ce que quelle est la raison pour laquelle tu veux faire ta demande. Deuxièmement, le principe de la rupture conventionnelle, donc comment ça marche, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences. Troisièmement, bien sûr, la date de la cessation définitive des fonctions, parce qu'on a une liberté là encore sur la date de cessation définitive. Il faut quand même faire attention à cette date parce que ça peut avoir un impact sur le calcul, on y viendra. Justement, le montant envisagé. Et d'ailleurs, est-ce qu'on verse une ligne CSR et quel est le montant plancher ou plafond ou entre les deux, pour le coup, il y a une liberté pour l'employeur de proposer avec l'agent les montants de l'ISR et les conséquences en matière des conséquences de cette ISR. Donc, il y a le fait qu'il est radié des cadres, donc il faut bien insister sur le fait que le fonctionnaire perd son statut de fonctionnaire, le contractuel il perd son contrat. Il faut informer bien sûr l'agent sur l'éventuel bénéfice du chômage. Alors attention, l'agent qui fait une rupture conventionnelle, il est simplement considéré en perte involontaire d'emploi. Après, derrière, il faut qu'il remplisse les autres conditions d'ouverture de droit aux allocations de retour à l'emploi, que sont l'inscription, la période référence affiliation, une durée d'assurance, une durée d'affiliation suffisante. Enfin bon, tous les éléments qui concourent au bénéfice des allocations de retour à l'emploi, le fait de résider sur le territoire du régime d'assurance chômage, enfin bon, toutes les autres conditions, et puis informer sur l'obligation de remboursement dans le cas où l'agent reprend une activité dans certaines conditions, avec donc une fois que cet entretien est signé, eh bien, ces entretiens sont faits, on doit attendre un délai pour signer la convention, et ensuite on a un délai de rétractation. D'accord, donc la procédure, elle est prévue dans le détail, par les textes, que ce soit de la demande à sa conclusion, en passant par l'accompagnement, le remboursement d'indemnités, les questions de délai. Je suppose que tu nous as préparé un tableau de synthèse de tous ces éléments. Alors un petit schéma, tu sais que j'aime bien les schémas. Donc pour formaliser un petit peu tout ça, donc l'agent fait sa demande par rare aux mains propres, il va avoir un ou plusieurs entretiens, et ce que je disais c'est que il a un premier délai 10 jours francs à un mois à compter de la réception de la demande pour faire cet entretien, cet ou ces entretiens. Ensuite, signature de la convention. Et là, entre le dernier entretien et la signature de la convention, 15 jours francs après le dernier entretien pour pouvoir signer la convention. Délai minimum. Autant dans le premier cas, on a entre 10 jours et un mois, autant après, c'est un délai de minimum. C'est-à-dire que je peux faire signer la convention après ce délai de 15 jours francs. Et enfin, j'ai le
délai de rétractation avant la mise en œuvre de cette convention, c'est délai de rétractation des deux parties de 15 jours francs démarrant 1 jour franc après la date de signature de la convention. Donc je signe la date, 1 jour franc après, je démarre le délai de 15 jours et l'agent a 15 jours pour éventuellement se rétracter. Par contre, la date d'effet de la rupture peut être plus tard, si vous voulez. Je peux très bien dire que voilà, je laisse un délai de 15 jours de rétractation, mais la date d'effet de la rupture, que ce soit la radiation des cadres ou la fin de contrat, pourra être, lui, plus tard. C'est le délai de rétractation à la suite de la signature de la convention. Ok, donc là, ça c'est la procédure qui est clairement schématisée. Tu parlais d'autres mesures comme le remboursement de l'indemnité et les modalités de calcul. Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur ces sujets-là? Bien entendu. On va d'abord parler du remboursement de l'indemnité. Donc c'est intéressant parce que c'est différent en fonction du versant de la fonction publique. Premièrement, l'agent dans les 2 ans qui suivent son recrutement, qui est recruté par un employeur dans les 6 ans suivant la rupture conventionnelle, va devoir rembourser à l'administration dans le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Alors, si c'est un agent de l'État, il va devoir rembourser si il est recruté par une autre administration de l'État. Donc, je suis un titulaire du ministère de la Culture, je fais une rupture conventionnelle et je suis à nouveau embauché par une autre administration de l'État, donc je sais pas, le musée du Louvre par exemple. Voilà, c'est la culture. Mais même le ministère de la Défense, un autre ministère, le défenseur des droits, enfin tout ce qui est administration de l'État, faudra que je rembourse. Pour la territoriale hospitalière, c'est seulement si je suis à nouveau recruté par l'établissement ou la collectivité qui a signé la rupture conventionnelle. Alors, par exemple, je suis un fonctionnaire titulaire du centre hospitalier de Nantes, je signe une rupture conventionnelle et je suis embauché le lendemain au centre hospitalier universitaire de Rennes. Je rembourse pas mon indemnité de rupture conventionnelle parce que c'est un autre établissement. Donc c'est différent d'un établissement à l'autre. Et alors là, donc c'est intéressant ces questions-là parce que donc aujourd'hui on a aussi des collègues de la fonction publique territoriale et de l'hospitalière auxquels on a proposé de se joindre à nous. Donc ce que tu dis là, c'est qu'un agent de la fonction publique hospitalière ou de la territoriale peut quitter son établissement par rupture conventionnelle, partir dans un autre établissement, même tout proche, à 10 km, dès lors qu'il n'est pas rattaché à son établissement, sans devoir rembourser l'indemnité. C'est ça? Oui. Alors que pour la fonction publique d'État, l'agent, lui, devra rembourser s'il intègre la fonction publique d'État, donc dans un autre ministère, même si la distance est importante. Tu as tout compris, et c'est différent de l'IDV aussi, on en reparlera rapidement tout à l'heure. C'est une grosse différence qui est liée à la nature de l'emploi, c'est-à-dire que à l'État, l'employeur c'est l'État, à la territoriale c'est la collectivité, à la FPA c'est l'établissement. Et alors du coup, la collectivité ou l'établissement, comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'il y a une procédure de recrutement derrière? Eh bien, l'agent qui est recruté, il doit adresser à l'autorité de recrutement qui recrute dans les 6 ans, qui est le délai de remboursement, une attestation comme quoi il a bénéficié ou pas d'une rupture conventionnelle. Alors bien entendu, c'est à ses limites. L'agent peut mentir comme un arracheur de dents. Mais bon, après, normalement, s'il a un CV ou autre, quand on le recrute, et s'il n'a pas trop menti sur son CV, on voit déjà où est-ce qu'il était embauché et on a quand même des moyens supplémentaires pour essayer de savoir si oui ou non il a eu cette rupture conventionnelle. Alors, tu parlais tout à l'heure d'accompagnement. Donc, comment un agent est accompagné pendant cette procédure?
Alors, l'article 72 de la loi de transformation sur la rupture conventionnelle nous dit que durant la procédure, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. On en a parlé déjà pour ceux qui étaient là la semaine dernière. On a une position du Conseil constitutionnel qui a considéré le mot représentativité comme inutile. Donc pour le coup, il peut demander à une organisation syndicale, même non représentative, de l'assister dans cette procédure en désignant un conseiller qui, alors pour le coup, moi j'ai souvent la question, est-ce que ça doit être un représentant syndical? Je lis le texte. Durant la procédure, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné c'est un conseiller désigné, donc c'est pas nécessairement un représentant syndical. D'accord, donc le fonctionnaire peut se faire représenter par l'agent ou même une personne de son choix dans toute contestation, enfin procédure de contestation ou procédure disciplinaire. C'est le mode de fonctionnement. Oui, voilà, cette notion-là, rappeler à l'agent le droit de se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative, très franchement, en matière d'application, si l'agent veut se faire assister par quelqu'un d'autre, en termes pratiques, je pense pas que ce soit forcément utile de le refuser sur le principe. Bon, sachant qu'on est quand même dans un échange, si possible, constructif. Très bien. Alors, sur l'accompagnement de l'agent, sur les questions de procédure, est-ce qu'il y a des compléments à apporter Sur sur l'indemnité de rupture conventionnelle, sur la procédure, non, je pense que ça me semble assez clair. C'est bien organisé par le texte. Alors il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que euh, les erreurs qu'il peut y avoir dans la procédure, et par exemple mon entretien, je le fais pas dans les délais, je le fais un mois et demi après la demande de l'agent, ou je fais une proposition de convention avant 15 jours. Est-ce que ça serait de nature à entraîner l'illégalité? Je ne pense pas. Il y aurait peut-être un contentieux sur le délai de rétractation qui serait imaginable. Si jamais je respecte pas le délai de rétractation et que l'agent souhaite se rétracter, bon là, bien entendu, on aura un contentieux possible. Mais au-delà de ça, non, je vois pas. Enfin, si on fait les choses convenablement, il y a pas trop de risques contentieux sur la procédure en tant que telle, sachant que l'intérêt est quand même limité puisque l'agent n'a pas de droit à ces éléments-là. Alors, donc si on résume, une fois que la procédure a été respectée scrupuleusement, l'agent peut quitter son emploi, son statut et percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Alors, c'est intéressant parce que tu as évoqué la notion de peu. Moi, je suis technicien du droit, donc je suis très attaché à la rédaction des dispositions législatives et réglementaires et à leur rédaction. Une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux agents bénéficiaires de la rupture conventionnelle. Alors, peut être versée, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'indemnité de rupture conventionnelle, telle qu'elle est prévue par le décret 2019-1596, est-ce que elle peut ne pas être versée? C'est-à-dire, peut-on faire une rupture conventionnelle sans faire d'indemnité de rupture conventionnelle? Ce qui n'est pas le cas dans le privé. Ou est-ce que le réglementateur a entendu en mettant cet élément-là le fait que il y a des situations où on peut faire une rupture conventionnelle, mais pour le coup, cette indemnité de rupture conventionnelle, elle sera égale à zéro. Imaginons que j'ai un agent qui est en disponibilité pour convenance personnelle, qui revient et qui demande une rupture conventionnelle. Bien entendu, son indemnité sera calculée sur la rémunération N-1, on va le voir, et sa rémunération N-1, il y a de grandes chances que ce soit zéro. Donc zéro fois ce que vous voulez, ça fait zéro. Donc du coup, ça fait pas d'indemnité. Donc moi je me pose vraiment la question de ce que tu as entendu, de ce qu'a entendu le réglementateur en mettant
peut être versé. Si je fais de l'exégèse juridique, je me dis, du coup, on pourrait imaginer une rupture conventionnelle sans indemnité de rupture conventionnelle. Au demeurant, l'agent, dans ce cas-là, il y a de grandes chances qu'ils disent non. Donc, de toute façon, ça limiterait les possibilités. Par contre, si d'aventure il y a une indemnité de rupture conventionnelle qui est versée, on a un plafond et un plancher. On a un plancher qui est calculé de la manière suivante: un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10, 2/5 pour les années de 10 à 15, un demi-mois de rémunération, donc la moitié pour les années de 15 à 20, et 3/5 de mois à partir de 25 ans et à partir de 20 ans et jusqu'à 24 ans, sachant que on s'arrête à 24 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a 30 ans d'ancienneté, on ne prendra que 24 ans pour le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle. Et puis on a un plafond. Ce plafond, c'est 1/12 de la rémunération par année, dans la limite de 24 ans par année que l'agent a déjà fait. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des quarts, des cinquièmes et autres, on va prendre toute la rémunération, on ne va pas la diminuer. Entre les deux, l'employeur peut, avec l'agent, fixer un montant particulier. Alors, on peut là-dessus, par exemple, mettre en place des lignes directrices de gestion pour assurer la cohérence du fonctionnement de l'administration. Là, un des arrêts, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'évoquais un arrêt du 21 septembre qui concernait l'IDV, justement. L'IDV qui fixait des fourchettes, une circulaire qui fixait des fourchettes. Et le juge a dit, voilà, c'est une ligne directrice de gestion. Donc on peut tout à fait imaginer avoir quelque chose de similaire pour permettre aux employeurs d'identifier si oui ou non on va être du plancher ou du plafond, avec des critères qui sont totalement libres, puisqu'il n'y a absolument pas d'éléments qui nous détermine les modalités de définition de la rémunération entre le plancher et le plafond. On a juste un plancher, un plafond, voilà, déterminé en fonction de l'ancienneté, et puis c'est tout. Alors ça paraît comme assez technique et compliqué tout ça. Peut-être que tu peux synthétiser avec Oui. un document qu'on remettrait à nos personnes qui suivent le webinaire. Oui, tout à fait. Voilà un petit tableau récapitulatif sur un schéma. C'est un petit peu comme les impôts, c'est par tranche. Les 10 premières années, un quart de mois, 11 à 15, 2/5 de mois, de 16 à 20, un demi-mois, et de 21 à 24, 3/5 de mois, et rémunération brute par année dans la limite de 24 ans. Alors, la première question qu'on peut la première chose à faire, c'est de vérifier si on verse une indemnité, c'est le plancher, le plafond, et puis après, on va identifier qu'est-ce qu'on va proposer à l'agent entre les deux. D'accord. Et donc ça, c'est lié à l'ancienneté ? Oui. C'est l'indemnité de rupture conventionnelle sur le plancher et le plafond est liée à l'ancienneté. Alors, la question qui se pose immédiatement, c'est comment est déterminée l'ancienneté de l'agent. On me dit qu'on prend, c'est assez simple dans le texte, l'ancienneté tient compte des durées de service effectifs accomplies dans la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Alors c'est intéressant là-dessus parce que d'une part, on ne me parle pas de statut. C'est-à-dire que dans la prise en compte de l'ancienneté, le seul critère, c'est celui de service effectif. Du coup, un fonctionnaire comme un contractuel ont des services effectifs. Donc, si j'ai quelqu'un qui a été contractuel puis titulaire derrière, eh bien, je vais reprendre l'ancienneté totale de contractuel et du titulaire. Par contre, je prends que le service effectif. Alors, c'est pas sans poser quelques questions pratiques qui sont pas anodines. C'est quoi un service effectif ? Et à cette réponse, à cette question, la réponse c'est un webinaire de 2h30 pour identifier la notion de service effectif. Je prends le contractuel de droit public. Les périodes de congé maladie rémunérés sont considérées comme des services effectifs, alors que les périodes de congé maladie non rémunérés ne le sont pas.
Si je prends toujours les contractuels, les périodes pour accident de congé pour ATMP, pour accident de travail ou maladie professionnelle, sont considérées comme service effectif, qu'ils soient rémunérés ou non. Si je prends le fonctionnaire et le cas de la dispo, a priori, n'est pas considérée comme service effectif. Mais vous savez qu'on a des dérogations depuis récemment. D'une part, l'agent qui reprend dans le service en matière d'avancement, comme service, c'est considéré en matière d'avancement comme service effectif, ou pour les enfants. Donc, est-ce que je dois prendre la dispo pour élever un enfant de moins de 12 ans, maintenant récent, dans les services effectifs permettant de calculer la rupture conventionnelle? Ce n'est pas mon point de vue. Mais voilà, il peut y avoir un gros débat sur cette notion de service effectif. Le congé parental. Le congé parental est donc considéré comme service effectif, dans la limite de 5 ans cumulé avec la dispo maintenant, mais dans le passé c'était différent. Enfin, voilà. Alors, pour moi, ça me semble pas être les services effectifs imaginés par le rédacteur du texte. Mais il pourrait y avoir un débat sur cette question de notion de service effectif. Alors, quelques petits exemples, histoire de voir un petit peu les montants de l'indemnité de rupture conventionnelle. Si je prends un agent qui a travaillé 28 ans sans discontinuer dans la même structure, qui a 3 000 € de rémunération mensuelle brute. Alors attention, sur les modalités de calcul, la base de rémunération, je vais y revenir, mais le système est assez simple. C'est que je prends la rémunération précédant la date d'effet de la rupture conventionnelle, donc l'année N-1. Je prends la rémunération qui a été perçue par l'agent pendant cette année-là et je la divise par 12. Il y a quelques éléments que je prends pas, on va les voir. Je la divise par 12 et ça me fait le montant mensuel dont l'agent peut bénéficier. C'est pas une reconstitution de la rémunération moyenne et ça a un impact direct pour les agents qui ont éventuellement des périodes qui n'ont pas été rémunérées ou mal rémunérées. Mal rémunérées du fait d'une situation statutaire particulière. Je parlais l'exemple de l'agent qui est en disponibilité l'année précédant sa rupture conventionnelle et qui a perçu aucune rémunération de la part de son employeur. Eh bien, derrière, son indemnité de rupture conventionnelle, ce serait égal à 0. Alors, pour partir de cet exemple-là, 3 200 de rémunération mensuelle brute, du coup, on découpe par année, donc c'est un quart de 3 000 fois 10, 2 cinquièmes de 3 000 fois 5, un demi de 3 000 fois 5 et 3 cinquièmes de 3 000 fois 4, ce qui nous fait 24 ans pris en compte. Pourquoi 24 ans Parce que on est limité à 24 ans. Les années au-delà de 24 ne sont pas prises en compte. Donc ça ferait un plancher à 28 200 et un plafond à 3 024 à 72 000 €. Et du coup, il y aurait une possibilité d'échanger et de définir un montant d'indemnité de rupture conventionnelle entre 28 200 et 72 000 €. Un autre exemple, un agent qui a eu 5 ans comme non titulaire et 10 ans comme titulaire. On prend les 15 ans, même s'il a effectué ça chez différents organismes et chez différents versants de la fonction publique. C'est l'ancienneté de service effectif, il n'y a pas de précision là-dessus. Donc là, il a 2 000 € de rémunération l'année N-1, mensuelle, donc un quart de 2 000 fois 10, plus 2 cinquièmes de 2 000 fois 5, 9 000 €, et un plafond à 2 000 fois 15, 30 000 €. Et un dernier exemple, un agent qui a 10 ans dans la FPT et 10 ans dans la FPE, eh bien, on fait le même calcul, ce qui nous arrive à 10 500 € avec une rémunération N-1 de 2 500 € brut et un plafond à 3 000 €. Alors, différents éléments sur cette indemnité de rupture conventionnelle. Déjà sur le calcul, on me parle pas d'arrondi ou quoi que ce soit. On a perdu Florent. Vous me revoyez? C'est bon? C'est bon. On va repartager mon écran. Voilà. Donc, je vous disais que il n'y a pas de règle en ce qui concerne les années. C'est-à-dire que si j'ai pas une année complète, eh bien, je prends un nombre d'années avec une virgule. Si j'ai quelqu'un qui a travaillé 1 an et 6 mois dans sa carrière avant de devenir fonctionnaire, enfin qui a une fin d'année ou qui a un début d'année qui est pas entier, eh ben on va faire 1,5 ans. C'est quand il n'y a pas de précision, il s'agit d'être mathématique et pratique. Alors,
En ce qui concerne les cotisations sur cette indemnité, elle est exonérée de la CSG jusqu'à 82 272 euros, ce qui est quand même la plupart des indemnités. On aura une CSG entre 92 272 et 411 360 euros. Et au-delà, c'est assujetti à la CSG. Enfin, une indemnité de rupture conventionnelle supérieure à 411 360 euros, une autre supérieure à 82 272 euros, c'est pas les plus fréquentes en termes de calcul qui pourraient être données. Alors, il y a aussi la question de l'impôt, sauf si l'agent remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite. L'indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de l'impôt sur le revenu dans la limite de 246 816 euros. Donc là encore, la plupart des indemnités de rupture conventionnelle ne seront pas imposées. Alors Florent, on voit plus la vignette de ton visage, on t'entend, donc c'est déjà l'essentiel. S'il y a peut-être quelque chose à activer pour qu'on retrouve la vue. Ah, voilà. Ah, tu me vois en termes de vignette? Non, vous me voyez pas? Ah, pourtant, moi, je me vois. Bon, tant pis, vous m'entendez déjà. C'est Voilà, on va repartir sur le document là qu'il faut afficher. Voilà, j'affiche et on y va. C'est bon? Voilà. Ouais. Alors du coup, merci pour tous ces petits exemples là qui sont très parlants. Alors on parle de rémunération brute, ça paraît plutôt simple. Mais donc, qu'est-ce qui se passe précisément si la personne n'a pas eu de rémunération de la part de son employeur, notamment s'il était en disponibilité ou en maladie? Comment faire pour déterminer le montant de référence? Alors, d'une part, hein, j'ai commencé à l'évoquer, il y a la base de calcul. Donc, on prend la rémunération brute annuelle perçue par l'agent, à l'exclusion des primes indemnités qui ont le caractère remboursement de frais, des majorations de tout ce qui est lié à l'outre-mer. Hein. Par exemple, ici, on a les majorations outre-mer qui sont quand même pas négligeables par rapport à la rémunération de l'agent. On les prend pas. L'indemnité de résidence à l'étranger aussi. Les primes liées à des changements de résidence, à la primo-affectation de la mobilité, hein, l'indemnité de suggestion géographique par exemple, et des indemnités d'enseignement ou de jury. En fait, tous les indemnités qui sont pas directement liées à l'emploi. Donc on prend la date de la rupture conventionnelle, la date des faits, on prend la rémunération N-1, ça nous définit la rémunération de base en prenant ces éléments et on va pouvoir calculer l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est que je prends la date des faits et pas la date de signature. Hein, c'est important parce que si j'ai quelqu'un qui commence sa procédure en fin d'année et que la date des faits est fixée au début de l'année suivante, et ben du coup, il faudra prendre la rémunération qu'il perçoit l'année précédant la date des faits, hein, et pas l'année précédant la signature de l'indemnité de rupture conventionnelle, ce qui peut entraîner des problématiques pratiques dans le cas où eh bien l'agent n'a pas encore fini l'année et qu'il y a peut-être pas tous les éléments de rémunération qui permettent de s'entendre sur le moment de la date des faits de la radiation des cadres ou de la fin de contrat consécutive à la signature de la rupture conventionnelle. Alors, il y a ces deux éléments à prendre en compte. Mais alors, ça ne va pas régler le problème de l'agent qui n'a pas perçu de rémunération pendant plusieurs années. L'année civile précédente ne présentera pas de rémunération brute. Donc, quelle base Alors, c'est une question très pertinente et pour ça, moi, je vais vous rappeler certains éléments de droit et d'histoire de jurisprudence pour lequel le juge a répondu à cette question. D'une part, hein, on est sur la notion de rémunération. Donc déjà, de quoi on parle en termes de rémunération? C'est-à-dire que, imaginons que j'ai un agent qui était en dispo d'office pour raison de santé l'année précédente et qui a perçu
une indemnité de coordination, ce qu'on appelle trivialement les IJ, ou qui a été en dispo d'office statutaire pour dans l'attente des avis nécessaires à la régulation de sa situation administrative-médicale, avec le maintien d'un demi-traitement qui lui aussi est prévu par les dispositions réglementaires. Ou alors l'agent qui aurait été mis en dispo d'office pour absence de poste vacant à l'issue d'une mobilité et qui percevrait les ARE. Est-ce qu'on pourrait prendre les ARE ou l'indemnité de coordination ou le demi-traitement comme base de calcul? À mon sens, non, parce que là encore, quand je me pose ce genre de questions, je vais aller voir la réglementation et je vais voir tout simplement l'article 20 de la loi 83-634 qui me dit que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Donc la rémunération d'un fonctionnaire, c'est ça. Et pour un contractuel, on a maintenant le deuxième alinéa qui m'explique les modalités de détermination de la rémunération. Donc déjà en termes de rémunération, à mon sens, il faudrait prendre cette définition-là, c'est-à-dire que c'est la rémunération de TIB et prime, sauf celle bien sûr dont la prise en compte n'est pas prévue par le décret qu'on a vu juste avant. Alors la deuxième question, c'est est-ce que si mon agent n'a pas eu de rémunération ou a une rémunération qui est tronquée pour une raison ou pour une autre, est-ce que je vais aller rechercher la dernière année de rémunération? Le texte ne le prévoit pas. Le texte ne le prévoit pas, et est-ce que je peux le faire quand même? Là-dessus, un petit élément concernant l'indemnité de départ volontaire ancienne version, elle a été modifiée d'ailleurs après cet arrêt, c'est que il y avait une circulaire qui indiquait que quand il n'y avait pas une rémunération complète, on devait aller remonter à une année où il y avait une rémunération complète. Et le juge a censuré cette circulaire au motif qu'aucune disposition spécifique ne fixait de règles de calcul pour les fonctionnaires placés dans une telle position. Donc on n'a pas du tout de dispositions qui fixent de règles dérogatoires. Donc à partir du moment où il n'y a pas de règle dérogatoire qui est fixée dans le décret, il n'y a pas de raison d'en appliquer. Alors attention, ça n'a pas été confirmé par la jurisprudence, mais je vois pas pourquoi le Conseil d'État changerait son fusil d'épaule sur cette question-là entre 2011-2015 et aujourd'hui. Alors, si je comprends bien, l'agent qui ne justifie pas de rémunération tirée de son activité dans l'année précédente peut bénéficier de la rupture conventionnelle, mais sans indemnité spécifique de rupture conventionnelle. C'est le sens du texte. Les agents, des fois, sont un peu surpris parce que la communication qui a été faite sur cette notion de rupture conventionnelle n'était pas nécessairement suffisamment précise, mais j'ai plein de clients qui ont vu un afflux de demandes de rupture de conventionnelle d'agents qui étaient en dispo depuis les calendes grecques et qui demandaient à partir au titre de la rupture conventionnelle. Bien entendu, l'employeur trop content a dit à l'agent mais bien sûr tu peux partir au titre de la rupture conventionnelle, mais le montant de ton indemnité ce sera 0. Et derrière, tu rempliras la condition de perte involontaire, mais c'est pas nécessairement pour ça que tu auras le chômage, et c'est en tout cas certainement pas moi qui vais le payer du fait des règles de coordination qui existent et qui sont prévues par le Code du travail. Et du coup, ça vide pas la notion de rupture conventionnelle de tout son Alors sens? non, ça ne la rupture conventionnelle a quand même pour objet d'organiser la mobilité des agents. Et puis, deuxièmement, comme je le disais, c'est quand même considéré comme une perte involontaire d'emploi. Donc, ça ouvre éventuellement, si on remplit les autres conditions, d'autres droits pour les agents. On a premièrement le fait que la rupture conventionnelle est définie, y compris dans le nouveau décret sur le chômage des agents publics du 16 juin 2020, qui reprend l'essentiel des éléments en matière
d'allocation de retour à l'emploi, et notamment la question délicate de la notion de perte involontaire d'emploi. Là-dessus, j'ai beaucoup de contentieux sur la notion de perte involontaire d'emploi, qui n'est pas forcément facile à apprécier. En tout cas, pour la rupture conventionnelle, ça c'est clair, l'article 3 me le dit, que les gens qui font une rupture conventionnelle sont assimilés aux personnes involontairement privées d'emploi. Et donc peuvent, s'ils en remplissent les autres conditions, bénéficier des allocations de retour à l'emploi. D'accord, donc ça veut dire que si l'agent n'a, même s'il n'a pas d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, il peut prétendre au chômage, ce qui ne vide pas la notion de rupture Alors, conventionnelle de tout son sens. prétendre au chômage, disons, pardon, la clim, et la rupture conventionnelle, c'est une perte involontaire d'emploi. Ça ne veut pas dire que ça ouvre droit au chômage. Attention, il y a une belle différence. Pour avoir le droit au chômage, il faut que je remplisse plusieurs conditions. Il faut que je sois en perte involontaire d'emploi ou dans une situation où j'ai quelque chose qui est comme une perte, considérée comme une perte involontaire d'emploi. Alors, je vous ai mis un petit tableau pour vous rappeler les différents types dans la fonction publique. Pour l'employeur en auto-assurance ou avec convention de gestion, s'il y a des collectivités territoriales qui, pour leur contractuel, ont adhéré, c'est une autre paire de manches. Mais pour les employeurs publics en auto-assurance avec une convention, on a dans le décret du 16 juin une reprise de la jurisprudence en matière de perte involontaire, donc insuffisance professionnelle, motif disciplinaire, la révocation, somme droit au chômage, suite à une suppression d'emploi, bien que les dispositions ont été maintenant modifiées, le licenciement pour inaptitude physique, oui. Par contre, une petite spécificité dans la fonction publique, le licenciement pour abandon de poste est considéré par le juge administratif depuis belle lurette comme une perte volontaire et non pas involontaire d'emploi, et le licenciement après dispo ou détachement en cas de refus de 3 postes successifs. Là encore, l'agent qui refuse les postes est considéré comme en perte volontaire et non pas involontaire d'emploi. Donc sur les démissions, a priori, c'est une perte volontaire, sauf si on a la démission reconnue comme légitime, qui permet, donc on a une liste prévue par le décret du 26 juillet 2019 sur les cas de démission légitime. On a le réexamen des droits après 121 jours, et puis on a donc la rupture conventionnelle qui est considérée comme une perte involontaire d'emploi. Après, bon, on a les autres. Je vous ai mis aussi le cas de la disponibilité. Maintenant, le fait d'être en perte involontaire d'emploi ne signifie pas nécessairement que j'ai le droit au chômage. J'ai d'autres conditions. D'abord, il faut que j'ai une durée d'affiliation suffisante sur la période référence affiliation qui est les 24 ou 36 mois précédant la fin de contrat, en fonction que j'ai plus ou moins de 53 ans. Du coup, si j'ai pris une disponibilité pour convenance personnelle et que j'ai fait le tour du monde en bateau pendant 2 ans et que je fais une rupture conventionnelle, la période référence affiliation ne comportera pas une durée d'affiliation suffisante pour ouvrir droit aux allocations de retour à l'emploi. Je dois aussi bien sûr être inscrit comme demandeur d'emploi et être à la recherche effective et permanente d'un emploi, conditions qui sont appréciées et suivies par Pôle emploi. Depuis la réforme du Code du travail de 2010, l'employeur n'a plus de contrôle sur la recherche effective et permanente d'un emploi. Il faut que je sois apte physiquement. Donc bien entendu, dès que je suis inscrit sur la liste des demandeurs, je suis apte physiquement. Il faut pas que j'ai atteint l'âge d'une retraite et pour bénéficier d'avoir le nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Si j'ai déjà une retraite, j'ai la possibilité d'avoir le chômage, mais il y a des règles de coordination où on diminue le montant de chômage d'un pourcentage du montant de la retraite. Et enfin, il faut être habité sur le ressort du régime d'assurance chômage, c'est-à-dire la métropole, les départements d'outre-mer, Saint-Barth, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon. Si je fais une rupture conventionnelle, que je m'inscris à Pôle emploi, mais que je vais vivre ailleurs, je sais pas moi, en Russie, en Tunisie ou
ou en Arabie Saoudite, bien théoriquement j'ai pas le droit de chômage. Bon après le problème c'est que ça c'est une info qui est difficile, qui est assez facile à usurper parce que comme je m'inscris et je mets à jour mes inscriptions sur internet, je peux très bien le faire de n'importe quel pays. Quoique en Arabie Saoudite peut-être qu'on aura des difficultés pour avoir accès à internet, mais mis à part ça, il y a quand même une possibilité d'être à l'étranger et de quand même bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Alors, une petite précision quand même, si donc un agent va percevoir la RE, peu importe qu'il ait eu ou non l'indemnité, hein, si j'ai bien compris. Mais alors, s'il perçoit l'indemnité, le montant de la RE, est-ce qu'il sera réduit ou est-ce que le début de Oui, versement hein, va être on reporté? pourrait appliquer la question de ce qu'on appelle le délai spécifique. Alors, de manière générale, hein, et ça c'est le chômage, c'est pas lié à la rupture conventionnelle. Enfin, c'est lié, mais c'est pas dans les textes de la rupture conventionnelle. De manière générale, lorsque j'ai une fin de contrat, que je m'inscris comme demandeur d'emploi, j'ai différents différés qui peuvent s'appliquer. J'ai d'abord le différé indemnité compensatrice de congés payés. Si d'aventure j'ai eu une indemnité compensatrice de congés payés, eh bien au lendemain de l'affaire contrat, je vais me faire le montant de cette indemnité divisé par le salaire journalier de référence, ça me fera le nombre de jours de différé qui comptera au lendemain de la fin de contrat. Ensuite, j'ai le délai d'attente qu'il ne faut pas confondre avec ce différé. Le délai d'attente, c'est 7 jours à compter du moment où l'agent remplit l'ensemble des conditions et après avoir épuisé les délais, les différés spécifiques. Donc tout dépend de quand je m'inscris. Généralement, la date d'inscription est le dernier élément nécessaire pour avoir le droit au chômage. Donc j'ai le délai d'attente qui est automatique et mécanique. Et enfin, j'ai le différé d'indemnisation spécifique. Donc le différé d'indemnisation spécifique, c'est qu'on va prendre tous les indemnités qui sont liées à la rupture du contrat, mais qui sont supralégales, c'est-à-dire que dont les modalités de calcul ne sont pas fixées par la réglementation cette différée spécifique comprendra cette durée, cette rémunération qu'on va diviser par, on va l'avoir 91,4 et qui va décaler du coup le moment où je pourrais remplir l'ensemble des conditions pour avoir le droit au chômage. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on va appliquer ce différé spécifique, ce différé d'indemnisation spécifique à l'indemnité de rupture conventionnelle? Là encore, moi je vais voir les dispositions législatives et réglementaires et je vais voir le décret du 29 juillet 2019, l'article 21 sur le chômage, et je lis, il est tenu compte pour le calcul différé d'indemnisation spécifique des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture de contrat, quelle qu'en soit leur nature, dès lors que leur montant ou leur modalité, et c'est ça qui est important de calcul, ne résulte pas directement de l'application d'une disposition législative. Donc tout ce qui est appliqué au-delà des minimums quelque part prévus par les dispositions législatives, et non pas réglementaires, mais législatives, pourrait se voir imputer le différé spécifique. Or, l'article 72 de la loi de transformation de la fonction publique me dit que la convention de rupture définit les conditions de cette rupture, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant. C'est-à-dire que c'est l'article 72, la loi, qui fixe un plancher. Et ce montant, en l'occurrence, il est fixé par l'article 2 du décret de 2019, 1596. Donc, ce sont ces dispositions législatives qui fixent ce plancher. Par contre, aucune disposition législative ne fixe de plafond. Donc, à ce titre-là, à mon sens, d'un point de vue purement pratique, si je fais une indemnité de rupture conventionnelle dont le montant est supérieur au plancher qui est fixé par les dispositions législatives, eh bien, il y aurait à appliquer une indemnité spécifique dans ces conditions-là. Donc, on ferait, pour calculer la base de l'indemnité spécifique, le résultat de la différence entre le montant qui est donné à l'agent
entre le plancher et le plafond et le plancher. Et c'est ce montant-là auquel on appliquera la mode de calcul. Hein. C'est donc là, ici, je remplace total des indemnités versées et de l'indemnité légale étant le plancher, divisé par 91,4, ça me fait le nombre de jours d'indemnisation, le nombre de jours de différés qui seront appliqués au lendemain de la fin de contrat et au lendemain du différé indemnité de ICCP indemnité de congé ICCP indemnité de congé compensatrice de congés payés. Donc par exemple, hein, si j'ai quelqu'un qui a eu le résultat de cette différence de 9 000 euros, ben je ferai 9 000 divisé par 91,4, ça me donnera le nombre de jours arrondi à l'entier inférieur de différé spécifique. Alors, il y a aussi la question que j'ai très souvent concernant le chômage, et je l'ai reçu d'ailleurs en question, et c'est pour ça que je complète mes propos par ces éléments-là. C'est la question de la prise en compte de ce chômage dans la pension des agents. Donc là-dessus, on a clairement une disposition du Code de la sécurité sociale, c'est en l'occurrence l'article 351-3, deuxièmement, qui nous disent que les périodes de perception des allocations de retour à l'emploi sont des périodes qui sont prises en compte dans la durée d'assurance pour le régime général de la sécurité sociale, mais uniquement au régime général de la sécurité sociale. C'est pas une période qui est une période prise en compte par le Code des pensions civiles militaires ou la CNRACL. Hein. C'est au régime général de la sécurité sociale, non pas vous le savez, en régime général de la sécurité sociale, un trimestre, c'est des cotisations sur 150 heures SMIC. En ce qui concerne le chômage, on va parler d'un trimestre dès qu'on aura 50 jours de chômage à indemniser, dans la limite, bien entendu, de 4 trimestres par an. Par contre, ça n'est pris en compte qu'au régime général de la sécurité sociale. Au régime spécial, ça n'est pas pris, et ça n'est intéressant éventuellement que pour la décote ou la surcote, pour le coup, ou pour quelqu'un qui est déjà polypensionné avec une pension du régime général. S'il a qu'une pension de fonctionnaire, ça ne sera pris en compte théoriquement, et je dis théoriquement parce que dans les faits il y a un problème pratique qui se pose, que sur la durée d'assurance tout régime confondu pour calculer la décote ou la surcote. Soit dit en passant, pour votre information, les périodes de chômage non indemnisées peuvent être prises en compte au titre du régime général aussi, dans la limite de 4 trimestres. Alors, une petite précision aussi, là, du coup, concernant l'indemnité de départ volontaire, comment est-ce qu'elle s'articule avec la rupture conventionnelle? C'est la création de la rupture conventionnelle a mis fin à un des motifs d'indemnité de départ volontaire et a entraîné des modifications sur ces questions. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que l'indemnité de départ volontaire est très différente en fonction du versant de la fonction publique qui est concernée. À l'État, on a un décret de 2008 qui m'organise l'indemnité de départ volontaire, qui a été fréquemment modifié, dont dernièrement, hein, en 2019, justement pour tenir compte de cette indemnité de rupture conventionnelle. La territoriale, il faut délibérer. Donc, si j'ai pas de délibération sur la question, il n'y a pas d'indemnité de rupture, il n'y a pas d'indemnité de départ volontaire. Et à l'hospitalière, elle existe, mais sous une forme complètement différente, qui n'a rien à voir avec ce qui se fait à l'État. Donc un petit rappel d'actualité. Premièrement, hein, l'indemnité de départ involontaire, hein, vous le saviez, avant, c'était pour mener à bien un projet, reprendre une entreprise ou dans le cadre de restructuration. On a déjà, il y a quelques années, supprimé la notion de mener à bien un projet personnel et on est resté sur l'IDV dans le cadre de la création ou reprise d'une entreprise et dans le cadre de la restructuration. Donc suppression de l'IDV pour reprendre ou créer une entreprise, pour toutes les demandes qui sont faites après hein, le 1er juillet 2020, avec ou alors celles qui sont faites avant, il faut que la démission soit effective avant la fin de l'année hein, 2021.
Concernant le deuxième motif d'IDV, restructuration de services, ces dispositifs restent en place, avec donc un arrêté du ministre qui indique les services corps qui sont concernés par l'opération de restructuration ouvrant droit à IDV, et un montant qui, lui, n'a pas évolué, 1/12 de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande, multipliée par le nombre d'années, avec là, pour le coup, le fait qu'on va aller rechercher pour la dernière année entière, hein, pour le coup, puisque ça a été modifié à la suite de la jurisprudence de 2011 dans lequel que j'ai effectué. Vous voyez que du coup, on a quand même une différence sur les modalités de calcul. Hein. C'est pas par tranche, c'est un 12e de la rémunération brute annuelle dans la limite de 2 ans. Hein. 24 fois un 12e, c'est 2 ans. Puis dans la FTC, c'est la délibération qui le fixe dans les limites qui sont là. Donc la première différence qu'on peut voir avec l'IDV, c'est la raison. Hein, il faut qu'il y ait une restructuration de service, alors que la rupture conventionnelle, il n'y a pas du tout besoin d'avoir une restructuration de service. Deuxième différence qu'on voit ici, c'est le montant. 1/12 de la rémunération, alors que pour la rupture conventionnelle, eh bien, on a les tranches en fonction de l'ancienneté. Autre différence qui n'est pas anodine, c'est que l'indemnité de départ volonté est conditionnée à une démission régulièrement acceptée. C'est-à-dire que la raison de la rupture avec l'emploi, c'est la démission. C'est pas la rupture conventionnelle, c'est la démission avec l'objectif d'avoir une IDV. Alors là-dessus, je vous l'ai dit, c'est intéressant parce qu'en termes de démission, l'agent qui fait une demande de démission, l'employeur de l'État a 4 mois pour y répondre à cette demande de démission, et pour la FPT et la FPH, théoriquement, il a 1 mois. Ça, c'est important parce que en termes de démission, si je réponds pas dans les délais, on a des contentieux d'agents qui ont demandé l'annulation d'une décision acceptant la démission qui ont été prises après la date laissée à l'employeur, c'est-à-dire qui ont été prises 4 mois après la demande, plus de 4 mois après la demande ou plus d'1 mois après la demande. Alors bien sûr, à l'État, la démission est conditionnée par l'octroi de la rupture conventionnelle. Troisième différence, c'est les conditions pour en bénéficier. Il faut pour le coup la rupture conventionnelle. La seule limite, c'est avoir l'âge d'ouverture de droit avec une pension, avec une durée d'assurance pour avoir un taux plein. Pour l'indemnité de départ volontaire, non, c'est une condition différente. Il faut être situé à au moins 2 années de l'âge d'ouverture du droit à pension. Alors moi, cette rédaction m'a toujours posé problème parce que qu'est-ce que c'est l'âge d'ouverture du droit à pension? Le texte me dit pas l'âge d'ouverture de droit à pension fixé par l'article L160-1 du Code de la Sécurité sociale, c'est-à-dire 62 ans. Le texte, il me parle d'âge d'ouverture de droit à pension. Or, cet âge d'ouverture de droit à pension est différent en fonction de l'ouverture de droit. Hein. Oui, c'est 62 pour les sédentaires, mais c'est 57 pour les actifs. Ça peut être moins pour les insalubres. Vous avez aussi un âge d'ouverture de droit au titre du handicap, qui peut être 55 ans pour le coup, ou avant 62 ans. Donc cette rédaction m'a toujours posé un petit problème pratique dans son application pour l'ouverture de droit à cette indemnité de départ volontaire. Enfin, il y a une autre différence, c'est que le remboursement de l'indemnité de départ volontaire va se faire à partir du moment où l'agent est recruté en tant qu'agent titulaire ou contractuel pour occuper un emploi dans les 3 versants. Donc c'est pas du tout la même chose puisque on n'est pas dans un délai de 6 ans chez le même employeur. Hein, c'est dans les 3 versants, c'est de redevenir agent public qui entraîne le reversement. Autre élément de différence, l'IDV est soumise aux prélèvements sociaux ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. Pour le coup, simplement, pour répondre à une question qui a été posée en avant, c'est clairement identifié à l'article 163-0A du Code général des impôts. L'indemnité de départ volontaire est un revenu exceptionnel qui permet de pouvoir étaler et de pouvoir limiter l'impact de ce montant sur la définition du taux
d'impôt qui sera appliquée. Bien entendu, si elle est importante, ça peut changer grandement la donne. Donc, ça fait partie des revenus exceptionnels. Alors enfin, en ce qui concerne le chômage, pour le coup, là, il y a une subtilité, c'est qu'avant, c'était pas considéré comme une perte involontaire. Depuis récemment, on a une modification de la réglementation, justement dans le cadre de la rupture conventionnelle, en indiquant que les gens qui bénéficient de l'indemnité de départ volontaire sont considérés comme en perte involontaire d'emploi. Maintenant, là encore, s'il remplit les autres conditions, il a le droit au chômage. Et là encore, il y aurait, pour le coup, un éventuel différé spécifique à appliquer sur le versement de cette indemnité si d'aventure on aurait des dispositifs non légaux. À l'hospitalière, c'est très différent. À l'hospitalière, c'est les ARS qui décident du versement d'une INEV dans le cadre d'enveloppes qui sont communiquées aux employeurs avec des modalités de calcul, vous voyez, par tranche qui permettent le calcul avec un plafond qui est de 45 734,71 € et seulement dans le cadre d'une réorganisation de service avec tout l'intérêt du service qu'il y a derrière pour savoir si on accepte la démission ou pas. Le refus de la démission est un élément qui empêche le versement de l'indemnité de départ volontaire. Alors là, on vient d'avoir un exposé très détaillé qui précise donc les conditions pour un agent qui va cesser définitivement ses fonctions et qui perçoit cette indemnité. Mais qu'est-ce qui se passe pour les agents qui quittent la fonction publique et quelqu'un qui tomberait malade alors qu'il bénéficie de cette indemnisation? Oui, il y a quelque chose qui est assez peu connu et qui, pour le coup, me semble passablement important à aborder. C'est la question du régime du maintien de droit. Le régime de maintien de droit, grosso modo, ça vient de quoi? C'est que les prestations de la sécurité sociale dont peuvent bénéficier les assurés lorsqu'ils sont en période d'incapacité temporaire de travail, donc en arrêt maladie, sont le résultat d'une cotisation. C'est-à-dire que je cotise, cette cotisation me permet, si j'ai suffisamment cotisé, et j'ai des délais, 3 mois, 6 mois en fonction de la durée de l'arrêt, me permet d'avoir des IJ ou, dans certaines situations, si j'ai au moins 10 ans de cotisation, une pension d'invalidité du régime général. Ce qui se passe, c'est que ça vous est déjà peut-être arrivé de connaître des gens autour de vous qui avaient un emploi, qui quittent leur emploi, et qui tombent malades derrière, mais qui ont quand même le droit aux indemnités journalières de sécurité sociale. Que ce soit les IJ maternité, paternité ou adoption. Et alors, ça vient d'où? Ça vient de la notion de maintien de droit, c'est-à-dire que quand j'arrête de cotiser, je continue à pouvoir bénéficier de mes prestations en espèces pendant une durée d'1 an. Alors pour tout problème qui naît dans l'année suivant le moment où j'ai cessé de cotiser. Et puis les prestations en nature, c'est-à-dire le remboursement des médicaments, ça dure, là pour le coup, c'est un maintien de droit pendant 3 ans. Et ce maintien de droit s'applique aussi aux agents publics et notamment aux fonctionnaires qui vont changer de régime de protection sociale. Et on a des articles spécifiques dans le Code de la sécurité sociale qui nous disent que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. Donc, par exemple, un fonctionnaire qui n'est plus fonctionnaire, du maintien de leurs droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité. Qui verse, et ça c'est répondu par l'article D172-1 du Code de la sécurité sociale et du décret 6058 du 11 janvier 1960 en application de cet élément, eh bien c'est le régime spécial qui va devoir verser les prestations dues dans les conditions du régime général, c'est-à-dire que l'employeur peut être amené à verser des IJ à l'ancien fonctionnaire, et ce maintien de droit, il est d'1 an rallongé des périodes de chômage. Donc, si je vous fais un exemple, j'ai un agent qui a 58 ans, qui fait une demande de rupture conventionnelle.
vous dites oui, vous lui versez une indemnité de rupture conventionnelle qui est supérieure au plancher et donc vous appliquez un différé d'indemnisation. Il s'inscrit au chômage, il remplit les autres conditions, il reste en France et il a le chômage. Donc on est d'accord, cette personne-là avait 58 ans et à 58 ans, il a le chômage. Ayant 58 ans à sa fin de contrat, le chômage, ça dure 3 ans. Donc 58, 59, 60, 61 ans, il va pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi versées par l'employeur jusqu'à ses 61 ans. Puis après, le chômage s'arrête. S'il tombe malade dans l'année, pendant la période de chômage, bien sûr, mais aussi dans l'année qui suit la fin de l'épuisement de ses droits à chômage, donc jusqu'à ses 62 ans, eh bien, il pourra bénéficier de la part de l'employeur des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement d'une pension d'invalidité du régime général que l'employeur va devoir verser et calculer dans les conditions du régime général et sous le contrôle de la chambre sociale du juge judiciaire. Ça, c'est des éléments quand même à connaître parce que généralement, c'est le genre de choses qui n'est pas budgété, qui n'est pas pensé, mais qui pour le coup sont des droits pour les agents. Alors, donc, un agent qui perçoit la RE peut prétendre à l'indemnité journalière, c'est ce que tu viens de dire, à la charge de l'employeur public, pendant une période de 12 mois à compter de la cessation de ses problème c'est ça qui naît dans les 12 mois. C'est-à-dire que si jamais son état de santé ne s'améliore pas et que les conditions pour bénéficier des IJ sont prolongées et rallongées, eh ben, bien entendu, il continuera à bénéficier de ces IJ. Et si la maladie qui est à l'origine de son premier arrêt qui a eu lieu dans l'année suivant la rupture conventionnelle ou dans l'année suivant l'épuisement des droits ou pendant l'épuisement des droits, eh bien, l'employeur devra verser aussi une pension d'invalidité dans les conditions du régime général, ce qui peut permettre aussi aux agents éventuellement d'aller jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'avoir une retraite, sachant que ces périodes sont aussi des périodes qui sont assimilées à des périodes d'assurance au sens du régime général, hein, et l'agent acquiert des droits. Alors, cette problématique ne s'applique que lorsqu'il y a changement de régime, c'est-à-dire pour le fonctionnaire. Pour le contractuel de droit public, la question ne se pose absolument pas, puisqu'il est déjà au régime général. Ça pourrait poser problème à l'État pour les agents qui sont à temps complet sur des contrats de plus d'1 an dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Très bien. Eh ben, merci Florent pour toutes ces explications, y compris les illustrations. Alors, donc on est nombreux aujourd'hui, un peu plus de 60 personnes, donc et c'est un sujet qui techniquement est complexe. Donc vous avez posé énormément de questions. Gaëtan Fiselier, donc du cabinet Michel Ledoux associé, qui travaille avec Florent Lefranc, nous a rejoint. Il a déjà, bonjour Gaëtan, il a déjà pu répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées. Il en reste un certain nombre. Donc, la tâche va être compliquée pour toi, Gaëtan, de reprendre le fil de la discussion de manière à ce que chacun. Bonjour, très bien. Vous m'entendez bien? Questions. Super. Donc oui, on a eu plusieurs questions. J'ai essayé de répondre au moment où j'ai pu. La première, il y a eu plusieurs questions sur le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Beaucoup d'agents se demandaient si ça concernait la base de calcul seulement le traitement indiciaire brut ou est-ce que cette base de calcul intégrait la rémunération de l'agent assortie de son SFT, de l'indemnité de résidence, de sa NBI. On a eu aussi des questions sur le fait de savoir si cette base de calcul intégrait la majoration outre-mer. Non, c'est exclu. Voilà. Pour la rupture conventionnelle. Tout à fait. Ouais, tout ce qui est voilà. Indemnité liée à l'éloignement ne sont pas prises en compte. Voilà, très bien. On a aussi une question sur le délai de versement de l'indemnité spécifique. Est-ce qu'il y a un délai à partir du moment où l'agent en fait la demande à son administration? Je n'ai pas entendu. À partir du moment où l'agent fait une demande pour bénéficier de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, est-ce que l'administration dispose d'un délai avant d'y faire droit ou pas?
À la rupture conventionnelle? Oui. Bah, il y a pas, il y a les délais de procédure, mais il n'y a pas de délai maximum entre le moment où l'agent fait la demande et la date d'effet, si c'est ça Oui, la oui, question. oui, je pense que c'était ça. Après, on a eu une question aussi sur l'ancienneté qui est prise en compte dans le calcul de l'indemnité spécifique. Est-ce que cette ancienneté, elle doit être continue ou est-ce qu'on peut prendre en compte dans cette ancienneté tous les services publics accomplis par l'agent depuis, dans la limite des 24 ans? C'est un gros problème de rédaction du texte. On ne me parle pas d'ancienneté continue. Hein, donc à ce titre-là, est-ce qu'on pourrait imaginer prendre en compte une ancienneté discontinue? Bon, c'est défendable devant le juge administratif dans un sens comme dans l'autre. Hein. Si je prends mon cas, ayant agent public à différents moments, que je redevienne agent public dans le cadre d'un CDI, je fais une rupture conventionnelle, est-ce qu'on reprendrait mes services publics d'il y a 10 ans? En l'état du droit, tel qu'il est rédigé, je ne vois pas ce qui l'en empêche. En même temps, on pourrait se défendre en disant que voilà, on va prendre le continu, mais ça me semble pas être comment dire, être aussi clair que ça. Tout à fait. Très bien. Alors, on a aussi une question en ce qui concerne l'ouverture du droit à rupture conventionnelle d'un agent. Est-ce qu'un agent à 2 ans de la retraite peut ouvrir droit à rupture conventionnelle? Très Oui, précis. oui, oui. Il y a deux. La condition pour pas avoir le droit à l'indemnité de rupture conventionnelle, c'est le fait d'être à l'âge à 62 ans. Donc là pour le coup, c'est l'âge des sédentaires et d'avoir le nombre de trimestres pour avoir un taux plein. Donc pour le coup, à 60 ans, même si j'ai le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, j'ai le droit à avoir une rupture conventionnelle. Oui. Très bien. Après, on a des questions aussi en ce qui concerne l'indemnité de départ volontaire. Il y en a une là, un peu longue. En tout cas, la première qui a été posée là-dessus, en ce qui concerne l'indemnité de départ volontaire pour restructuration de service. D'une part, est-ce qu'il y a un délai de préavis avant la date effective de démission? Et ensuite, dans quel cas l'allocation d'aide au retour à l'emploi peut être versée à l'agent qui en bénéficie? De l'indemnité de rupture conventionnelle? De l'indemnité de départ volontaire. Pardon. De l'indemnité. Alors, est-ce que tu peux répéter? Ça coupe un peu chez moi hein, pour le Ah, coup. désolé. Alors, c'est de l'indemnité de départ volontaire pour restructuration de service. Oui, Donc, la question, d'accord. c'était est-ce qu'il y a un délai de préavis avant la date effective de démission? Et ensuite, la question précise, c'est est-ce que l'administration a l'obligation de verser l'ARE à l'agent qui a bénéficié de cette IDV pour restructuration de service? Le délai de préavis, bah, c'est le délai qu'a l'employeur pour pouvoir répondre à une démission régulièrement acceptée, donc de 4 mois. Et sur l'obligation de verser les allocations de retour à l'emploi, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, si l'agent ne remplit pas les autres conditions. Ce qui a changé hein, avec le décret sur l'IDV, c'est l'introduction dans l'IDV du fait que l'agent, je vais reprendre le texte in extenso hein, pour le coup, c'est que le fonctionnaire dont l'emploi est peut être prévu à l'article L5424-1 du Code du travail, c'est-à-dire qu'il a le droit aux allocations de retour à avant, parce que avant c'était pas impossible, mais il fallait remplir les conditions. Alors, cette rédaction du texte, on peut en effet la critiquer et on peut se dire, est-ce que finalement l'agent dans ce cadre-là est considéré en perte involontaire d'emploi ou pas? Parce que finalement, tout le monde a le droit au chômage. Hein. Le chômage, tout le monde y a droit, c'est simplement éventuellement le moment auquel il y a le droit. Si je prends quelqu'un, mais même un salarié, hein, mais restons dans la fonction publique, si je prends un fonctionnaire ou un contractuel qui démissionne,
pour un motif non légitime, parce qu'il en a marre, il démissionne. Mais ce qui s'inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il a des actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant une période d'au moins 4 mois, il aura quand même le droit, il pourra faire une demande de réétude de ses droits et il pourra ouvrir droit aux allocations de retour. Donc, ou alors on peut l'interpréter en se disant que cette elle ne fait que c'était un droit qui était déjà le cas. Simplement, moi, ça me semble être à la première interprétation. Il a le droit aux prestations prévues. Il a le droit aux prestations prévues sous réserve de remplir les autres conditions. Mais ça, c'est très nouveau. Ça vient de changer en 2019 dans les cadres de modifications liées avec la rupture conventionnelle. Bien sûr, faut bien remplir les autres conditions d'être inscrit comme demandeur d'emploi, d'être à la recherche effective et d'avoir la durée d'affiliation qui va bien, et pour savoir les éléments dont il peut bénéficier. Alors on a eu, je vois que le sujet déclenche des passions, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'indemnité par volontaire, sur le différé spécifique, etc. Alors, il y a des précisions qui nous sont apportées. On pourra peut-être y répondre à un autre moment et plus en détail. C'est peut-être pas le lieu. Je vois qu'il y a une question qui pourrait éclairer un certain nombre de personnes. Est-ce que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle se fait en une seule fois? Le versement, oui. C'est pas comme l'IDV qui peut être en 2 fois. Et du coup, on a une question sur savoir si il est plutôt conseillé à un agent en disponibilité pour convenance personnelle, est-ce qu'il lui est conseillé de reprendre 1 an avant de faire une demande de rupture conventionnelle pour que la base de l'indemnité de rupture conventionnelle soit calculée sur l'année N-1? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut être une technique pour avoir une rémunération entière qui sera la base de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle. Oui, ça peut être pertinent. Après, ça dépend si on veut la payer à plein avec un plancher ou si on veut ne pas la payer. Vous savez, la rupture conventionnelle, elle a il y a une vraie question d'opportunité et de mise en œuvre de cette indemnité de rupture conventionnelle. Il y a des employeurs qui l'utilisent à différents éléments. Voilà, peut-être qu'on. Alors, on a vu toutes les remarques qui sont posées. On pourra peut-être y répondre à un autre moment, éventuellement par message privé, Florent. Peut-être une dernière question, vu le temps qui nous reste. Est-ce qu'un agent en congé de longue durée peut percevoir l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle? Il n'y a rien qui l'interdit. Maintenant, est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est une autre question pour le coup qui peut se poser. Moi, c'est une question d'opportunité à mettre en œuvre. Je crois qu'on a dépassé le temps. On a abordé on a encore quelques minutes. D'accord. Alors, on a peut-être une question sur un agent qui a plus de 62 ans mais qui n'a pas la durée d'assurance requise pour toucher une pension à taux plein. Est-ce qu'il peut bénéficier de la rupture conventionnelle? Oui, tout à fait. Tout à fait, il peut bénéficier de la rupture conventionnelle et de l'indemnité du rupture conventionnelle. Oui. Très bien. C'est les deux. Alors voilà, on a cette nuance qui nous est apportée par un participant sur l'interprétation qui est faite au sujet du déféré spécifique. Est-ce qu'il y a une différence entre l'indemnité de départ volontaire et le raisonnement que tu as utilisé tout à l'heure et l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle? Est-ce qu'on peut poser une différence entre les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a une qui effectivement bénéficie d'un caractère d'indemnité supralégale alors que l'autre non, alors que effectivement l'indemnité de départ volontaire n'est pas fixée exactement de la même manière que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle? Il y a une vraie différence entre les deux sur le calcul du différé spécifique d'indemnisation.
Oui, alors sur le calcul du différé d'indemnisation spécifique, pour l'ISR, c'est assez clair, hein. Comme je le disais, le, le, le décret sur le chômage, hein, du 27 juillet 2019, qui reprend, hein, les éléments de convention, c'est qu'on va appliquer un différé spécifique lorsque les modalités de calcul sont des modalités supralégales, hein, c'est-à-dire ce qui va au-dessus du minimum légal qui peut être fixé par la législation et non par la réglementation. C'est important parce que il faut que le texte, c'est pour ça que l'ISR me dit le texte définit un plancher, hein, mais ne me définit pas un montant en tant que tel. Donc à partir du moment où j'ai pas cette notion-là, j'ai qu'une notion de plancher. Jusqu'au plancher, on n'applique pas de différé spécifique, mais au-delà du plancher, donc si je fais plus, eh bien là, on va appliquer le différé spécifique. En ce qui concerne l'IDV, moi, pour le coup, ce que je fais, c'est toujours que je vais dans la réglementation, je vais voir la loi, hein, que dit la loi. Et sur l'IDV, on a un élément à l'article 62 bis. Hein, je parle dans le contexte d'aujourd'hui. Hein. Le fonctionnaire dans l'emploi supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier, à l'occasion de sa démission régulièrement acceptée, d'une indemnité de départ volontaire. Il a le droit aux prestations prévues à l'article. Et ensuite, on va avoir, hein, le décret de 2008 qui va nous déterminer le montant de l'indemnité de départ volontaire. Et là, pour le coup, on me dit le montant de l'indemnité ne peut excéder une somme équivalente à 4 fois 1/12 de la rémunération brute annuelle de l'agent. Et on a les modalités de calcul du montant de l'indemnité sont fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique. Donc, j'ai un plafond, mais en ce qui concerne le montant, eh bien, on peut se poser la question de savoir si finalement, est-ce que ce montant-là, il est fixé par des dispositions législatives ou pas. À mon sens, non. Il est disposé par des dispositions réglementaires, sont ces modalités de calcul. Donc, c'est à partir de ce moment-là, ça me semble rentrer dans le différé spécifique. Bien sûr, il n'y a pas encore de JP sur la question et on peut avoir un débat juridique sur la question, mais si je repars sur la lecture du texte, le texte me parle d'indemnité de départ volontaire, mais ne me dit pas le montant. C'est pas comme l'indemnité de licenciement, hein, d'un salarié. Il a un plancher finalement fixé et puis après on va au-delà. Donc voilà, on peut avoir un débat sur cette question-là. Moi, en droit, ça me semble être infligé par avoir un impact sur le différé spécifique du fait de cette articulation-là. Très bien. Alors on a une question intéressante qui est tout à fait actuelle, je pense. Est-ce que les employeurs publics peuvent restreindre le cadre de la rupture conventionnelle? Est-ce que, par exemple, un employeur public peut décider, par exemple, hein, dans le cadre de ses lignes directrices de gestion, décider que les ruptures conventionnelles seront applicables seulement dans les cas de reconversion? C'est pas impossible. Maintenant, sur la nature d'une ligne directrice de gestion de cette sorte, hein, pour revenir à l'explication de la semaine dernière, créer de nouvelles conditions, notamment une condition sur le motif, me semble ne pas être le lieu de la ligne directrice de gestion. Et comme elle crée une condition nouvelle, bon, voilà. Maintenant, on pourrait se dire que finalement, c'est juste une politique. Si on l'amène en tempérant la chose, en disant que on tiendrait compte notamment du motif et notamment et on privilégiera les agents qui souhaitent une rupture dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Ça peut se faire, mais il faut le rédiger comme ça, hein, de manière non fermée, de manière souple, hein, et pas d'avoir directement à dire que les agents qui font une demande autre que la reconversion professionnelle, on va pas les prendre.
Très bien. Peut-être une dernière question, il y en a encore, hein, mais un agent qui est en congé de formation l'année N-1, est-ce que le montant de son indemnité spécifique prendra en compte le montant qui lui a été versé pendant son congé de formation? Ah, très bonne question. Très bonne question. Ça dépend de la nature de son. C'est un CFP. Si c'est un congé de formation professionnelle, c'est vrai que c'est une vraie problématique, hein. Je suis d'accord, puisque l'agent il n'a pas nécessairement une rémunération, il peut avoir une indemnité, mais bon, dans une question alors. Déjà, est-ce que faire partir un agent en rupture conventionnelle alors que je viens de lui fournir une formation, il se pose la question de l'engagement de servir, déjà. Hein, donc il doit remplir son engagement de servir. Hein, ça, je n'en ai même pas parlé parce que c'est deux conditions, ou alors il va devoir rembourser. Mais nonobstant tout ça, ce qui comptera, c'est la nature de ce qui est versé à l'agent, hein, le fait que ce soit une rémunération ou autre chose. Très bien. D'autres questions? Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Voilà. Je crois qu'on a vraiment fait le tour. Peut-être que... Voilà, j'ai une question de Monsieur Thierry sur l'IDV et le délai de carence. Si vous voulez, je vous ferai notre analyse par écrit sur la question. Comme ça, vous aurez une analyse juridique avec tous les éléments en ce qui concerne ça pour votre groupe de travail. J'ai votre mail, je vous l'enverrai. Il y a une petite question que je vois là en fond. Qui peut renseigner l'agent sur les conditions de ses droits au chômage? Ça, c'est un vrai problème, hein, pour les agents qui sont en auto-assurance. C'est que Pôle emploi va les renvoyer vers l'employeur public. Et l'employeur public, tout dépend de qui le verse et comment. La problématique, c'est que c'est souvent en centrale. Donc bon, normalement, ce serait l'organisme qui a la charge du versement des allocations de retour à l'emploi. Oui. Okay, oui. Alors, une dernière petite question qui va arriver. Les mères de 3 enfants peuvent prendre leur retraite dès qu'elles le souhaitent. Alors, plus maintenant, hein, pour le coup, il y a eu un changement. Il y a une période transitoire, pour le coup, sur le départ, la liquidation au titre de mère, de parents de 3 enfants. Mais pour le coup, ça, c'est un problème qui se pose avec l'IDV. Hein. Mais pour l'ISR, non, puisque l'ISR, il fixe vraiment l'âge de 62 ans, pour le coup. 62 ans et une retraite à taux plein. Là, c'est bon. En effet, pour l'IDV, c'est ce que je disais sur la problématique, hein, de la notion d'âge d'ouverture de droit. Là, pour le coup, ça peut poser un problème. Et sur l'existence de campagne, Bruno, ça c'est chaque ministère et chaque employeur qui entend le faire comme il le souhaite. Hein, je veux dire, au ministère de l'Éducation nationale, ça peut être intelligent de faire des campagnes au moment des affectations. Pour l'année d'après. Par contre, dans d'autres ministères, en fonction de l'activité, ça peut être au fil de l'eau, ou les deux, hein, faire une campagne et puis au fil de l'eau. Ça, pour le coup, la mise en œuvre est absolument pas organisée. Simplement, si l'agent fait une demande avec un recommandé accusé de réception, il faut lui répondre. Et même s'il est en dehors d'une campagne. Ça peut être non, on en reparlera au moment de la campagne, hein, pour le coup. D'autres questions? Non, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Très bien. Eh bien, tant mieux. Hein, comme toujours, je vais envoyer. Enfin, Madame Karine a déjà le support et les éléments, et elle va pouvoir le communiquer aux nombreux participants d'aujourd'hui. Et on se revoit le 3 novembre. On se revoit le 3 novembre à 9h les petits éléments modifiant la carrière du fonctionnaire. Plein de petits trucs qui concernent la vie statutaire et professionnelle de l'agent. Alors, pour compléter ce que tu disais par rapport au support, donc vous allez recevoir à la fin de ce webinaire un lien, alors dans l'après-midi ou peut-être demain, en tout cas un lien qui vous permettra d'accéder au replay et de télécharger le support que vous avez pu
voir pendant ce webinaire. Voilà, eh ben écoutez, merci beaucoup Florent, merci Gaëtan, merci à tous de votre participation. Donc on était nombreux aujourd'hui, c'est une question qui visiblement intéresse et technique, donc il y aura sans doute aussi beaucoup de questions que vous recevrez en direct.